Imaginez-vous à Roland-Garros. Vous n'êtes pas dans les tribunes, vous ne regardez pas un match, vous le vivez ce match. Et en face de vous, il n'y a pas ni Claudio ni moi, il y a Rafael Nadal, le numéro 1 mondial de tennis. Et on vous a concocté dans cette vidéo les méthodes moyens pour vous permettre de battre normalement Rafael. Pour y arriver, je me suis entouré du meilleur parmi les meilleurs. Alors, pas au tennis, mais en Power BI, j'ai nommé Claudio. Salut Claudio. Hello Philippe, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. Donc Claudio, pour la petite histoire, il est l'auteur d'une chaîne YouTube Data Seito qui est spécialisée dans l'analyse de données. Preview. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on parle de ta chaîne YouTube Data Seito. Claudio, est-ce que tu peux nous en dire plus? Yes, en fait j'ai créé une chaîne YouTube il y a un peu plus de 2 ans à propos d'analyse de données et de visualisation de données et on voit tout ça à travers les solutions Microsoft et principalement Power BI, la Power Platform, donc par exemple Power Automate et SQL Server. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, moi, je me suis occupé de la partie Azure, la partie infrastructure, lui de la partie traitement des données pour les rendre intelligibles, les mettre en forme pour qu'elles soient parlantes pour vous toutes et tous qui nous regardez. Dans Azure, Microsoft vous met à disposition un certain nombre de services pour consommer de la base de données SQL. Le premier service et le plus simple à mettre en place, c'est de créer une base de données SQL sur une machine virtuelle Azure. Dans ces cas-là, vous aurez accès au système d'exploitation et au moteur de base de données SQL de Microsoft. Et donc, on rentre dans une logique de IaaS, donc d'infrastructure as a service. Qui dit IaaS dit machine virtuelle, dit je dois gérer l'ouverture de port, je dois gérer le patch management lié à mon OS et à mon moteur SQL. Deuxième service mis à disposition par Microsoft, les Manage Instances. Le principe, c'est que vous allez bénéficier d'une base de données SQL qui est managée par Microsoft, mais qui en même temps vous propose un accès privé, donc via une IP privée à celle-ci, et qui en plus est 100% compatible avec le moteur SQL existant. Elle existe en deux versions, la Manage Instance, la Single Instance et l'Instance Pool. La différence, c'est quoi? C'est que dans une Instance Pool, vous allez avoir un système de scalabilité pour répondre à une soudaine montée en charge en termes de requêtes de vos utilisateurs. Alors que la Single Instance, elle est compatible réseau virtuel, encore une fois, elle est 100% compatible avec le moteur SQL, mais elle n'offre pas de scalabilité. Troisième service mis à disposition par Microsoft pour consommer des bases de données SQL dans Azure, c'est le fameux service Azure SQL Database. Dans ce cadre-là, on rentre dans une base de données qui est entièrement managée par Microsoft, sans intégration native à un réseau virtuel, donc elle n'aura pas d'IP privé, mais bien entendu, elle a un firewall. Elle sera accessible soit via un private endpoint, soit via une IP publique, et elle peut être mise à l'échelle rapidement, facilement, soit à l'aide des fonctionnalités serverless, soit à l'aide de ce qu'on appelle l'Elastic Pool, où là, vous allez avoir un partage des ressources proposées par le serveur entre plusieurs bases de données qui lui sont rattachées. Afin de battre Nadal, j'ai pas eu besoin de créer une base de données qui était scalable, j'ai pas eu besoin de créer une base de données qui avait une intégration native à un réseau virtuel ou 100% compatible avec le moteur existant. Je me suis pas embêté, j'ai créé une base de données single sur laquelle j'ai provisionné suffisamment de CPU, de RAM et d'espace disque pour que Claudio puisse consommer la base de données SQL et injecter surtout les données qui lui permettront de mettre en forme son tableau Power BI. Dans le portail Azure, j'ai créé un serveur de base de données qui est entièrement managé par Microsoft, qui s'appelle d'ailleurs SQL Server Demo PP et qui est accessible depuis le nom de domaine SQL Server Demo pp.database.windows.net. Ce serveur me sert à héberger ma base de données qui s'appelle Tennistat et qui va contenir toutes les statistiques qu'on a pu trouver sur le jeu de Rafael Nadal, sur quel terrain il est le meilleur, quelle est la période de sa vie où il a été le moins bon, etc., etc. Pour permettre à Claudio de se connecter à mon serveur de base de données et à la base de données pacifiée qui est hébergée sur celui-ci, il aurait pu, bien entendu, utiliser des chaînes de connexion. Mais pour pouvoir se connecter à ce serveur, il faut aussi qu'il montre patte blanche. Pour montrer patte blanche, il faut qu'au niveau de mon serveur de base de données, je configure son IP pour qu'il puisse accéder à mon serveur de base de données. Et puis qu'en parallèle de ça, je lui donne un accès à base de login password à mon serveur de base de données. Un autre point à prendre en compte quand vous créez une base de données SQL, c'est la puissance associée. Celle-ci, elle peut se mesurer soit en nombre de cœurs, qu'on appelle des vcœurs, soit en nombre de DTU. Donc le DTU, c'est une échelle de valeur, Database Transaction Unit, qui est proposée par Microsoft à destination de ses clients. Pour résumer, plus le DTU va être élevé et plus la base de données va vous coûter cher, mais plus elle va être apte à répondre à une montée en charge soudaine.
Et concrètement, avec l'audio, je lui ai mis une base de données avec le minimum de DTU. Pourquoi? Parce qu'il a juste besoin d'injecter toutes les stats liées à Nadal, et puis après, grâce à Power BI et un connecteur, de les mettre en forme pour qu'elles soient beaucoup plus intelligibles. On se retrouve sur SQL Server Management Studio, SSMS, pour pouvoir venir charger des données dans la base de données managée mise à disposition par Philippe sur Azure. Pour ça, on va aller se connecter à la Database Engine. Et ici, on va indiquer notre server name, le login et le password que Philippe nous a donné. Clique sur Connecter. À présent, on va venir charger nos données. Donc, on retrouve ici notre base de données, Tennisstats. Et on va venir ajouter une nouvelle table à partir de données que j'ai au préalable mis dans un fichier CSV. C'est des données qui sont liées à l'évolution du classement de Rafael Nadal entre 2003 et 2021. Pour ça, on va venir faire un clic droit sur Tennisstats. Dans Task, ici, on a la possibilité d'importer un flat file. On clique dessus. On a un wizard qui apparaît. Ici, on va pouvoir aller chercher notre fichier. Ça, c'est notre fichier CSV qu'on peut importer. Ensuite, on met suivant. Ici, on a une vision des données qui sont dans le fichier. On met encore suivant, suivant et finish. Et voilà, à présent, nos données sont dans la base de données. On a une nouvelle table qui a été créée. On va refaire la même chose pour 5 autres fichiers. 1 minute later. Et là, si tu développes les tables, on peut retrouver des tables qui correspondent à d'autres stats liées à Rafael Nadal, comme le type de terrain où il est le meilleur, à quelle saison il a été le plus performant, etc., etc. Ce qui va nous servir pour trouver un moyen, s'il existe, il faut être très clair, pour arriver à ne serait-ce que gagner un point contre lui. Résumons ce qu'on a fait avec Claudio jusqu'à présent. Dans un premier temps, j'ai créé une base de données Azure SQL Database qui était vierge. Et ce qu'a fait Claudio pendant ce temps, c'est qu'il a fait des recherches sur Internet pour récupérer le maximum de stats concernant le jeu de Nadal, pour qu'on puisse trouver son point faible s'il existe. Dans un second temps, il s'est connecté à cette base de données avec un logiciel qu'on appelle SQL Server Management Studio. Et en se connectant à ma base de données à l'aide d'un login et password que je lui avais fourni, il a injecté des bases de données qui correspondent au jeu de Nadal. Et là maintenant, à partir de ça, il va utiliser un connecteur Power BI pour se connecter à mon serveur de base de données et pour mettre en forme les données pour qu'elles soient intelligibles et qu'en une seule vue, on soit capable de savoir, ok, pour battre Nadal, il faut que je fasse ça, 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 ça. Comme disait Philippe, à présent, on va se connecter depuis Power BI sur notre base de données Azure SQL. Et pour ça, on va aller dans Transformer les données, ce qui va nous permettre d'ouvrir l'éditeur Power Query. L'éditeur Power Query, c'est un ETL intégré qui permet de répondre à 3 fonctions principales. L'extract, donc le fait de se connecter à des données, ce qu'on va faire en premier. Transform, pour la partie transformation, structuration de nos données. On va garder uniquement ce qu'il faut et le mettre en forme avec les bons formats en gardant vraiment le scope de données qui nous intéresse. Et une fois que ça sera fini, on va aller load des données dans Power BI pour pouvoir les visualiser. Donc première étape, on va venir se connecter à notre base de données Azure SQL Server. Pour ça, on va venir ajouter une nouvelle source. Et dans Obtenir les données, ici on voit qu'on a accès à un ensemble de connecteurs, des fichiers type Excel, CSV ou encore PDF, des bases de données qui vont de SQL Server à Oracle en passant par MySQL, GCP ou Amazon. On peut également se connecter à des briques de la Power Platform. Azure est mis à l'honneur, le cloud de Microsoft forcément, donc les connectivités sont full là-dessus. On peut se connecter à des bases de données Azure SQL, du Synapse, des Blob Storage, des Azure Data Lake Storage également. On a un ensemble de services online, notamment Point ou Google Analytics. Et enfin, dans Autres, on peut venir créer des scripts pour venir rajouter nos données, ou on peut également se connecter notamment à l'interface web. Donc on peut ajouter le site internet que l'on veut, se connecter directement dessus et scraper les informations qu'on veut, ou venir se connecter à des API. Nous, dans notre cas, dans Azure, on va se connecter à une base de données Azure SQL. On la sélectionne et on va ajouter ici nos credentials, donc nos serveurs, ici l'adresse, le mode de connectivité des données qu'on peut choisir, en import ou en direct query. En import, on va venir en fait créer un cache de nos données directement dans Power BI, ce qu'on va choisir, et en direct query, on aura une connexion directe à nos données, et en fait, à chaque fois qu'on aurait voulu voir display nos données
sur notre rapport, on aurait une requête qui serait partie à la base de données et qui nous aurait répondu avec les données qu'on aurait souhaité voir. Ici, on met OK. On va se connecter une fois de plus à l'aide des credentials que nous a donné Philippe. Donc, dans base de données, ici, on va mettre le nom d'utilisateur. Et le mot de passe associé. Il ne reste donc plus qu'à nous connecter. Et là, on a une fenêtre qui apparaît où on retrouve ici notre base de données, Tennisstat, et les différents objets qui lui sont liés. Ici, on retrouve nos différentes tables. On va venir les sélectionner. Donc ici, notre table classement, on retrouve les saisons et ici le classement en simple et en double. Une table gain, où pareillement par saison, on voit les gains en dollars que Rafael Nadal a réalisé. Les matchs, on a tout un tas de données sur les différents matchs qu'il a fait pendant toute la période de 2003 à 2021. Une table saison. Service, ici donc on a les saisons avec la surface sur laquelle il a fait ses services, le nombre d'aces et le nombre de doubles fautes qu'il a faites. Et enfin, la liste des surfaces dures, terre battue, gazon, moquette qu'il a pu rencontrer. Une fois que c'est fait, on valide. Et donc on retrouve nos données dans Power Query. Ici dans l'onglet requête, on a une requête par table qu'on a importée. Et c'est la fin de l'étape 1, donc l'étape où on a extrait nos données. Et à présent, on va passer dans l'étape 2, qui va être de transformer nos données pour les structurer, pour pouvoir les réutiliser par la suite. Comme vous le savez peut-être, Power BI est une solution low-code. No-code, c'est-à-dire qu'elle est basée sur l'interface avant tout, et qu'il est possible d'aller plus loin en utilisant du code. Donc la plupart des transformations qu'on va faire, elles vont être basées sur l'interface. Et pour ça, on va commencer donc table par table. On va les passer une par une en revue et les mettre en place. La première table, la table classement. La première chose ici, on va garder uniquement les colonnes qui nous intéressent. On va garder donc ici dans choisir les colonnes, uniquement les colonnes saison et simple. Le classement double ne nous intéresse pas. On met OK. Une fois que c'est fait, on va vérifier le format de cellule de chacune de nos colonnes. Ici, on voit que la colonne saison est en nombre décimal. On va la passer en texte, parce qu'on n'a aucun intérêt à venir additionner des années. Donc, on va le stocker en texte. Et côté simple, ici, ce n'est pas un nombre décimal, c'est un nombre entier. Dernière étape, ici, on va renommer notre colonne simple en classement simple. Vous l'aurez peut-être noté, à droite, on a un panneau étape appliquée, et il est super utile. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous permet d'avoir une vue sur chacune des transformations, chacune des modifications qu'on a fait sur notre source de données. Encore une fois, on ne touche pas à la source de données, mais on va pouvoir y appliquer certaines modifications, certaines actions. Et en fait, ici, si on vient se positionner sur, par exemple, navigation, on a la possibilité de remonter dans le temps, de remonter l'historique des transformations et de voir, en fin de compte, les données comme elles étaient avant qu'on supprime les autres colonnes, avant qu'on supprime la colonne double. À présent, on va refaire les mêmes modifications pour les autres tables et on se revoit dans un instant. One eternity later. À présent que nos données sont mises en forme, donc on a fait la première étape d'extraction, la deuxième de transform, la troisième, ça va être de venir charger nos données dans Power BI. Et pour ça, ici on a un petit bouton fermer et appliquer pour fermer et appliquer les modifications qu'on a fait sur notre source et les charger dans Power BI. Prochaine étape, la modélisation. Pour ça, on va dans l'onglet modèle. Ici, on retrouve nos différentes tables qui sont liées entre elles avec des liens, ce qu'on appelle des relations. L'idée, ça va être d'indiquer à Power BI les liens entre nos différentes données pour pouvoir les utiliser comme un ensemble complet à la manière un peu d'une grosse table. Je retrouve dans 2 secondes dès que c'est fait. Et voilà, nos données sont modélisées. Un point important à noter, dans le cas présent, on n'a que des données qui viennent d'une base de données Azure SQL Server. Ça aurait pu être très différent. On aurait pu avoir des données qui viennent d'une base de données Azure, Oracle, des fichiers Excel, des fichiers CSV. Vous m'avez compris, l'intérêt, c'est de pouvoir ici avoir une vue depuis toutes vos différentes données dans un seul et même rapport qui va vous permettre de les analyser. Nos données sont à présent modélisées. Avant de les visualiser, on va les analyser. Et pour ça, on va aller dans l'onglet Données. Pour les analyser, Power BI nous met à disposition un langage, le langage DAX. Comment l'utiliser? C'est tout simple. Ici, on va venir créer une nouvelle colonne. On a donc nos données ici dans notre table service. Et dedans, on a les saisons, les surfaces, le total de nos services, des aces et des doubles fautes. Pour par exemple calculer le taux d'ace, on va devoir utiliser le langage DAX. Pour ça, on va renommer notre colonne ici en taux ace. Et en dessous, on va faire nos aces divisé par le total service. Le calcul s'est fait ligne à ligne. On va le formater en pourcentage. Et voilà. On va faire exactement la même chose
pour les doubles fautes. On a analysé nos données, maintenant il nous reste à les visualiser. Et pour ça, on va venir créer notre premier graphique. Ici, un graphique en secteur. Dans le panneau visualisation, on peut sélectionner le graphique de notre choix. Et dans la table match, je vais venir voir les résultats que Rafael Nadal a fait. On va venir compter le nombre de résultats par surface. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir comment le battre. Donc, on va regarder tout simplement là où il a le plus perdu. Et pour ça, on va venir filtrer notre visuel sur les matchs qu'il a perdus. Effectivement, ça nous montre dans quelle surface il a le plus perdu, mais ça ne prend pas en compte le nombre de matchs qu'il a joué et donc le ratio associé à la surface. Grâce au travail de consolidation de Claudio et des stats qu'il a agrégés au travers de la méthode ETL dont il vous a parlé tout à l'heure, on peut voir qu'au final, Rafael Nadal a perdu le plus en début de carrière, en 2003 et en 2004. C'est là où il était, entre guillemets, prenable. Alors, pas pour nous, mais globalement, c'est là où il était beaucoup plus prenable. Et puis, on peut voir en dessous que les défaites par surface, on voit bien que les surfaces dures, c'est pas sa tasse de thé. Par contre, que globalement, la terre battue, il n'est pas mauvais là-dedans. Et il est connu aussi pour être bon sur terre battue. Et puis, au niveau des doubles fautes et des aces, on voit que c'est relativement stable dans le temps qui passe. On voit quand même que dernièrement, il a fait plus de aces, mais que globalement, le nombre de doubles fautes est resté stagnant. Donc, pour terminer, on n'a aucune chance. Vous l'avez compris, à l'aide de Power BI, d'Azure SQL Database, d'Excel, on peut faire des miracles, mais des miracles dans le monde virtuel. Dans le monde physique, devant Nadal, on resterait à lui donner la serviette et ça s'arrêterait là. Donc, je te remercie Claudio de t'être prêté au jeu. C'était instructif. J'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, merci. Merci beaucoup à toi pour cette invitation. C'était un plaisir. Eh bien, écoutez, en tout cas, si vous voulez une autre vidéo sur une autre partie, que ça soit du tennis, que ça soit du MMA, que ça soit du foot ou autre, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Oui, vas-y. Salut Claudio. Hello Philippe, merci pour l'invitation. Eh ben de rien, mais j'ai zappé ce que je voulais dire. Et merde. Dernière étape avant de les... Donc première étape, on va aller se connecter à notre base de données. On trouve du SQL Server, du Oracle, du IBM DB2. Ah, dommage. Le DB2, je l'avais pas. Bon.